La nuit, tous les chats sont gris. Vous connaissez bien entendu le dicton, mais pourquoi l'obscurité est-elle le champ de tous les possibles? On en parle avec le philosophe Michael Fussell. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes l'auteur de La nuit, vivre sans témoin. C'est aux éditions Autrement. Alors après vous être intéressé entre autres aux dérives de la démocratie, au catastrophisme, mais aussi à la notion de consolation, eh bien cette fois-ci, vous nous conviez à pénétrer dans les coulisses du monde invisible de la nuit. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet ? Moi, ce qui m'intéresse en général, c'est de voir ce que la démocratie peut produire comme effet dans les expériences des gens, pas simplement, nous sommes là à un rendez-vous électoral imminent, pas simplement dans les urnes, mais au fond, comment expérimenter cette liberté ou cette égalité que la démocratie rend possible. Et il m'a semblé que la nuit était aussi un espace dans lequel on pouvait, où les sujets pouvaient expérimenter d'autres formes de vie, finalement, à condition que la nuit ne devienne pas simplement la multiplication du jour, à condition que la nuit soit ouverte, qu'elle inspire une certaine confiance. Et donc, c'est paradoxalement peut-être en partant d'une réflexion un peu politique que je me suis intéressé à ce que les hommes et les femmes faisaient de leur nuit ou faisaient la nuit. Alors pour le commun des mortels, la nuit est une sorte d'effacement, de parenthèse dans la vie. On dort pour aller travailler le lendemain matin. Vous cherchez à la réhabiliter cette nuit. Oui d'ailleurs, mais même la nuit du sommeil, d'une certaine façon, ou même le sommeil, d'une certaine façon, ça montre ce qu'est la nuit pour la plupart des hommes, c'est-à-dire une variation par rapport au jour. Parce que le jour, mettons qu'il soit consacré essentiellement au travail, ou à une vie, en tous les cas, privée, active, eh bien, rien que le sommeil, ce n'est pas le sommeil dont je parle le plus dans ce livre, mais rien que le sommeil, c'est la possibilité de rompre un peu avec les habitudes du jour, d'introduire quelque chose de nouveau. Et alors, a fortiori, je dirais que la nuit du noctambule ou la nuit de celui qui décide de sortir la nuit pour y faire ce qu'il veut, après tout, c'est une manière de faire varier le temps, d'expérimenter sa liberté d'une manière sensible. En quoi la nuit reste-t-elle libératrice ? Elle est libératrice parce qu'elle est obscure, paradoxalement. Et en tant qu'elle est obscure, justement, nous sommes un peu moins regardants sur les choses et sur les autres, puisque c'est le sous-titre du livre, on vit sans témoin. Vivre sans témoin, ça veut dire qu'on n'est pas forcément seul ou qu'on n'est pas forcément sans amis, mais que les amis qui nous accompagnent, ou ceux que nous rencontrons d'ailleurs, portent en principe sur nous un regard un peu plus indulgent, tout simplement parce qu'on y voit moins bien et que donc, lorsqu'on y voit moins bien, on s'abstient de juger de ce que l'on voit. En quoi la nuit, les cartes sont-elles rebattues avec une sorte, on pourrait dire, d'égalité potentielle ? Là aussi, c'est un phénomène qui est quasiment physique. Quand vous avez de la lumière, on le voit sur un plateau, il y a un point d'émission, un point central, et puis finalement, on voit bien que c'est autour de cette lumière, le soleil par exemple, que tout se joue. Alors que quand il fait obscur, il n'y a pas de point central. Et donc, on peut dire que c'est démocratique en ce sens. Prenez des exemples très simples. Une fête, par exemple, une fête réussie du moins, c'est une fête à mes yeux où il n'y a pas un centre, mettons une scène, ou alors, je ne sais pas, un disc-jockey ou un acteur qui, au fond, recevrait ou un homme politique, tiens, qui recevrait tous les regards et la foule serait au fond amassée autour de lui. Non, la véritable fête, c'est celle où on peut passer du clair à l'obscur, de la pénombre à la lumière, et au fond, nous sommes un peu tous acteurs et pas simplement spectateurs, ce qu'il faut bien le dire, nous sommes spectateurs dans la plupart des instants de notre vie. Je crois que dans la nuit, la possibilité d'être acteur, c'est-à-dire de prendre la parole, par exemple, on l'a vu récemment à Paris avec les Nuits debout, est donnée un peu de manière plus égalitaire qu'en plein jour. Justement, j'allais vous lancer sur ce mouvement. Pourquoi Nuit debout ? Nuit debout, c'est déjà dans le titre une affirmation politique. Ça veut dire on va rester debout plutôt que d'aller se coucher ou que d'aller rentrer chez soi pour dormir et reconstituer notre force de travail pour demain. Donc on pense ce que l'on veut de ce qui s'est dit sur cette place pendant des nuits entières. Mais le fait d'avoir choisi la nuit et d'avoir affirmé que la nuit était un moment où on pouvait précisément débattre politiquement, mais aussi, ça va toujours ensemble, boire, s'amuser, parfois évidemment aussi s'engueuler, si je puis dire. Il y a de la confrontation, il y a la nuit, il y a une forme de liberté dans la parole et dans les gestes qu'on ne retrouvera pas, je dirais, en politique, si on reste à la politique, sous les lumières d'une assemblée ou sous les vitraux d'un palais présidentiel. Et dans ce livre, donc, La nuit, vivre sans témoin, il y a aussi des figures qui peuplent la nuit. On s'aperçoit que c'est tout sauf le néant. La nuit, c'est mythique. Il y a beaucoup d'écrivains qui se sont essayés à la nuit. Hemingway, Paris est une fête, Dostoïevski, Jules Supervielle.
Parlez-nous de ces figures marquantes. La nuit a toujours inspiré deux catégories de gens, si vous voulez. Les voleurs, d'un côté, qui profitent de l'obscurité pour ne pas être justement vus et regardés. Et puis, on peut dire les poètes, qui eux-mêmes entretiennent, la plupart du temps, pas tous, mais un rapport un peu compliqué au jour. La figure qui m'a le plus intéressé pour décrire des personnages comme Supervielle, c'est la figure du hibou, si vous voulez, devenir hibou. Parce que le hibou, c'est un animal nocturne, évidemment, et un animal nocturne, c'est un animal qui voit un peu mieux la nuit, mais qui n'y comprend plus rien le jour. Alors on peut dire d'une certaine manière que le poète, puisqu'il a un usage du langage, un usage de la langue qui le met un peu à part dans la société, c'est un être nocturne, en ce sens que on voit bien que pour beaucoup de poètes, au fond, ils ne comprennent rien au monde tel qu'il fonctionne. Par contre, ils ont une capacité de décrire ou de comprendre, ou de dire ce qui se produit un peu dans l'obscurité. C'est ce qui les fait un peu hibou. Devenir hibou, c'est se loger dans la nuit. Et l'effet un peu, l'effet négatif, parfois, c'est évidemment d'être un peu plus perdu en plein jour. Avec une angoisse, d'ailleurs, vous le décrivez dans ce livre, c'est valable pour ceux qui font la fête, c'est valable pour notamment ceux qui sont attirés par l'alcool, qui angoissent lorsque le jour va se lever. Alain Bachung, La nuit je mens, vous en parlez. Oui, Alain Bachung a écrit une chanson magnifique sur la nuit et elle s'appelle effectivement La nuit je mens. Et donc rien que le titre, si vous voulez, ça montre bien que la nuit, on peut revendiquer des actions qu'en général le jour, on cherche à cacher, mentir en l'occurrence. Et c'est une très belle chanson parce qu'elle décrit les paroles, ou la vie plutôt, d'un octambule dont on ne sait pas très bien s'il est un héros ou au contraire s'il est un traître. C'est un être qui est un petit peu caché, c'est un être qui d'une certaine manière ne cesse de jouer de l'obscurité pour échapper au regard. Et en ce sens, c'est une très belle figure, je trouve, du noctambule, c'est-à-dire un animal un petit peu nocturne, justement, qui échappe toujours aux catégories. Ouais. La nuit, ce qui est beau, enfin, en tout cas, il me semble que les gens sont beaux la nuit, comme le dit Jean-Pierre Léaud dans La maman et la putain de Jean Eustache. Les gens sont beaux la nuit, pas parce qu'on les voit moins bien, mais parce qu'on les laisse être un peu plus librement que ceux que l'on attend d'eux en plein jour. Vous en avez parlé tout à l'heure, du sous-titre « Vivre sans témoin ». Ça peut paraître paradoxal dans une époque où la transparence est érigée en valeur suprême. C'est un défi. Il ne faut pas se cacher qu'il y a certaines lumières artificielles qui sont totalement contradictoires avec la nuit, et en particulier celles des néons qui ne s'allument et ne s'éteignent jamais, qui sont en quelque sorte en permanence sous nos regards, ou plutôt nous sommes sous elles. Et cet idéal de transparence, incontestablement, il est contradictoire avec ce qu'il y a de nocturne dans l'homme. L'homme, c'est un être qui peut aller à la nuit, et c'est un être qui est capable aussi de s'éclipser. Et j'aime bien cette image de l'éclipse. C'est quoi l'éclipse? Après tout, c'est la nuit en plein jour. Bon. Et s'éclipser, éclipser y compris son propre passé, et s'éclipser par rapport à ce que nous avons déjà été, avoir le droit à des éclipses biographiques, ou à ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à la déconnexion, ça me paraît être des impératifs fondamentaux à une époque où on a un petit peu tendance à vouloir braquer sur les individus des lumières éternelles. Alors des somnambules, des travailleurs de nuit également, que l'on rencontre dans votre livre. Ce qui s'ensuit aussi, c'est que nos sens sont désarmés. Vous y consacrez un chapitre d'ailleurs. Et nos sens sont désarmés, en particulier la vision, effectivement. Ouais. Et ce qui est pas seulement le bruit, par exemple. C'est vrai qu'un bruit en plein jour, on s'en apercevrait même pas, alors qu'en pleine nuit, il va nous angoisser, nous faire peur. Précisément parce que comme on ne voit pas non plus la source du bruit, la cause de cette espèce de transformation sensorielle. Et alors, on peut évidemment en conclure que la nuit n'est pas désirable parce qu'elle est inquiétante, ce qu'elle est. On sait très bien qu'en pleine nuit, le craquement d'un meuble peut tout d'un coup prendre la mesure ou l'image d'un démon qui viendrait nous hanter. Mais si on regarde les choses d'une manière peut-être plus positive ou peut-être plus vivante, je dirais, c'est intéressant de voir que l'ouïe, mais aussi le toucher, puisqu'on tâtonne la nuit, le regard tâtonne, mais les mains aussi, bien sûr, les autres sens se substituent un petit peu à la vue et puis lui enlèvent justement ce caractère souverain qu'elle a d'habitude à travers le regard qui juge et qui évalue. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ceux qui aiment la nuit, en général, aiment bien que leur corps soit altéré d'autres manières ou d'une manière un peu moins violente que par la seule vision. Justement parce que vivre la nuit, ça a un coût, c'est cher. On sait que les tarifs d'ailleurs de nuit, il suffit de sortir consommer, aller au restaurant, dîner très tardivement, boire un verre très tardivement. Surtout à Paris, c'est plus cher. Pas seulement au niveau du coût pécunier, mais parce qu'on va payer le lendemain souvent
ce qu'on a fait la nuit. Le problème de la nuit, c'est qu'elle produit, quand on y reste éveillé, que ce soit l'insomniaque d'ailleurs ou le noctambule, elle implique une dépense. Elle implique une dépense corporelle, je veux dire, psychique, qu'il faudra à un moment ou à un autre rembourser, si j'ose dire, sauf pour ceux qui ont peut-être la chance de ne jamais avoir à regarder le jour. Je ne suis pas sûr que ce soit une chance d'ailleurs. Mais cela étant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où la question se pose d'économiser son corps ou d'être sage. Bon, la nuit se termine et c'est très bien comme ça. On se souhaite à ce moment-là une bonne nuit, c'est-à-dire une nuit où il n'arrivera rien. Mais la nuit commence, la nuit habitée commence, ou dure plutôt, aussi longtemps que ces questions de calcul, en fait, d'économie de soi, ne se posent pas. Et là aussi, c'est une leçon de la nuit, parce que nous sommes dans des sociétés où, justement, le calcul, l'économie ont pris une dimension absolument considérable, y compris dans l'existence des êtres humains. Et il me semble que le droit à la nuit ou la possibilité de la nuit, c'est-à-dire la possibilité de ne pas compter ou de ne pas être toujours dans la prévoyance, puisqu'on y voit mal, dans la prévoyance de ce qui va arriver, cette possibilité ouverte par la nuit, elle est d'autant plus précieuse que nous vivons dans un monde où on cherche à tout prévoir. Le droit à la nuit, aucun des candidats à la présidentielle française, à ma connaissance, ne le revendique. Je ne crois pas, mais je le regrette. On voit bien en France en particulier une très grande pression des riverains pour avoir une ville comme Paris et d'autres, j'imagine, une ville parfaitement aseptisée, parfaitement patrimonialisée. Je peux tout à fait comprendre, hein, évidemment, ce désir, disons, de calme, mais je m'inquiète quand même du fait qu'une ville dont la nuit ne serait plus peuplée que par des machines, des caméras de vidéosurveillance, soit une ville aussi qui épouserait des traits un peu antidémocratiques ou qui tout simplement d'ailleurs amenuiserait nos libertés. Donc je ne sais pas si dans la semaine qui reste, les candidats s'intéresseront à une autre nuit que la nuit électorale. Ils ont encore 5 nuits pour essayer de se décider, quoique même pas, parce que la campagne prend fin vendredi. Le philosophe Michael Fessel, il réfléchit la nuit ou le jour, il écrit la nuit ou le jour. Il se trouve que j'écris plutôt la nuit. Si j'ai écrit ce livre, c'est pas une autobiographie, bien sûr, mais le travail la nuit a quelque chose. C'est une part de moi, et le travail la nuit a quelque chose. Pour moi, je ne parle pas des travailleurs nocturnes qui sont contraints à des travaux très pénibles, hein, mais à quelque chose de plus intéressant, ou en tout cas de plus attirant. C'est que quand on fait de la philosophie, au fond, on ne sait jamais très bien pourquoi ou pour qui on écrit. On n'a quand même pas la certitude, du moins moi je ne l'ai pas, de ce que l'on fait. Il y a du doute. Et dans la nuit, où au fond il n'y a pas d'interpellation venue de l'extérieur, peut-être que cela libère un peu, sinon les neurones, du moins la plume. Merci beaucoup, Michael Fessel. La nuit, vivre sans témoin, édition L'Autrement, un essai passionnant à lire à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Merci à vous. Merci.